Chers téléspectateurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui dans l'interview Éric Vernier. Monsieur Vernier, bonjour. Petite bio express. Donc vous êtes docteur en sciences de la gestion, vous dirigez l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation à Subdeco La Rochelle. Vous êtes professeur de finance et par ailleurs chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques, le fameux IRIS, et consultant international spécialiste de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent. Voilà de quoi nous allons parler tout de suite. Donc on entend énormément parler de fraude fiscale, de blanchiment. Le Monde a publié récemment un article sur HSBC, la grande banque, et un scandale attenant à cette banque. Donc, mais on ne sait pas vraiment exactement de quoi on parle en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une définition professorale de ce qu'est la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le combiné des deux, le blanchiment de fraude fiscale, si j'ai bien compris l'histoire. Vous avez parfaitement compris. Maintenant, il me reste à l'expliquer. Alors, la fraude fiscale, c'est finalement très simple, tout le monde connaît à peu près. C'est le fait de cacher une partie de ses revenus qui normalement sont imposables au fisc. D'accord. Là, on est dans quelque chose de très simple. Le blanchiment, ça devient un peu plus compliqué, mais finalement, c'est très simple. C'est le fait de remettre dans le circuit légal, le circuit économique légal, des sommes qui ont été gagnées illégalement. Donc, ça va aller, on va le voir, de la fraude fiscale jusqu'à la corruption, au trafic d'organes, au trafic d'êtres humains, à la drogue, bien évidemment, puisque c'est la première activité criminelle au monde. Ça représente, je crois que c'est important de le rappeler, ça représente 1200 milliards de dollars de revenus chaque année. Tout pays confondu ? Tout pays confondu, uniquement pour la drogue. Oula, vous voyez, ça d'accord, représente oui. quand même quelques sommes, et tout cela, il va falloir le blanchir. Si sur ces 1200 milliards, si je ne prends que la drogue, on va avoir à peu près 600 milliards de bénéfices. Ces 600 milliards, on va essayer de blanchir quasiment la totalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer que chaque année, on a à peu près 500 milliards de dollars qui sont blanchis et qui proviennent de la drogue. Qui sont blanchis, ça veut dire donc qui rentrent dans l'économie légale. D'accord. Qui vont servir à acheter des immeubles, des entreprises ou à consommer. Le blanchiment de fraude fiscale, alors là, on rentre peut-être dans quelque chose de plus complexe, pas dans le principe, mais dans la compréhension du concept, puisque là, on va remettre dans le circuit légal quelque chose qu'on a caché à l'autorité, aux autorités, à l'administration fiscale. Donc le blanchiment de fraude fiscale, c'est le fait de remettre dans le circuit, donc de pouvoir réutiliser devant tout le monde de l'argent qu'on a caché au fisc. Donc la difficulté pour le blanchisseur, ça va être de remettre dans le circuit légal sans payer d'impôts, puisque si on repaye de l'impôt alors qu'on a fait en sorte de ne pas en payer, ce serait un peu dommage. Donc est-ce que c'est à ce niveau-là qu'interviennent les fameuses sociétés écrans qui sont comme des machines à laver, je dirais ? Alors, elles sont utilisées aussi bien dans la fraude fiscale que dans le blanchiment, et donc dans le blanchiment de fraude fiscale. Les sociétés écrans sont là pour un petit peu brouiller les pistes, c'est-à-dire que derrière les sociétés écrans, on ne sait pas trop qui est actionnaire, on ne sait pas trop quelles sont les activités. Ces sociétés écrans sont en général situées dans des paradis fiscaux qui sont en même temps, très souvent, paradis bancaires et paradis judiciaires. C'est-à-dire que finalement, lorsque vous avez une société dans ces territoires, vous êtes à peu près tranquille. Donc je ne paye pas d'impôts, je peux avoir un compte numéroté, on ne sait pas qui est derrière le compte en banque, c'est ça le paradis bancaire ? Alors, voilà, le vrai paradis bancaire, c'est effectivement le compte anonyme numéroté. Alors, il en existe peu aujourd'hui totalement anonyme, mais l'opacité est quand même encore présente, bien présente dans nombreux territoires. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'argent de la drogue me pousse à vous poser une question. Finalement, si cet argent est réinjecté dans l'économie, c'est pour le bien de tous, puisque si ça sert à acheter des immeubles ou à faire tourner des sociétés, finalement, c'est pas si mal, non ? Alors c'est ce qu'on pourrait penser, c'est ce que certains ont envie de dire ou tendance à dire, et certains voudraient que ce soit vu comme cela.
Alors, deux réponses. D'abord, lorsque on blanchit de l'argent, on a un comportement économique qui n'est pas forcément très rationnel et qui n'est pas avec une vision sur le long terme. Donc, sur le plan économique, ça n'est jamais très bon. Et ça, on le voit notamment en Italie avec les mafias du Sud qui ont une activité économique, certes, mais qui n'est pas très intéressante pour le pays lui-même. Donc, c'est une activité en général à très court terme. Deuxièmement, ne pas oublier d'où vient l'argent. Alors très bien que l'argent revienne, mais l'argent vient quand même des pires crimes. Je parlais de la drogue, mais j'ai parlé aussi du trafic d'organes, du trafic d'enfants, du trafic de femmes, etc. Et qui représente là aussi des centaines de milliards. On n'est pas sur des anecdotes et sur du cinéma. C'est une réalité bien présente. Oui, donc non, je parlais simplement, je ne parlais pas de la version éthique, effectivement, du fait de réinjecter l'argent dans une économie légale. Mais bon, on pouvait s'imaginer, et je pense à ça indirectement au cas du Nigeria, où pendant un temps, les bénéfices de l'exploitation du pétrole montaient dans le nord du pays, mais servaient à faire vivre toute une partie du pays. Il y avait une espèce de petite économie locale aux mains de potentats qui tiraient leur argent d'une exploitation plus ou moins abusive et illégale des ressources pétrolières. Mais bon an, mal an, finalement, même si ça n'était pas très éthique, ça faisait vivre des gens. Donc du coup, ça interroge. Parce qu'on se dit, oui, mais alors, finalement, est-ce qu'à toute chose, malheur est bon? C'est ça qu'on dit? Regardons de près ce type d'activités. D'abord, elles sont encore une fois effectuées dans des conditions qui ne sont pas économiquement très intéressantes sur le long terme, encore une fois. Deuxièmement... Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander pourquoi elles ne sont pas économiquement valables sur le long terme? Parce qu'il n'y a pas de vision à long terme de la part des blanchisseurs et des criminels. C'est-à-dire qu'on a une activité, on a beaucoup d'argent sale qu'on doit blanchir, et donc le but, c'est surtout de blanchir, de consommer, éventuellement d'investir, mais on n'a pas cette vision que pourrait avoir quelqu'un de parfaitement honnête qui a envie justement de transmettre, de développer. Donc là, on est sur une activité alors, qui peut perdurer, mais ça n'est pas l'objectif principal, et quelquefois, quand l'argent est facile, lorsqu'on a des milliards gagnés illégalement, très souvent on a peu d'intérêt pour ce qu'il adviendra dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, ça fait vivre des familles, mais sous quelle forme? C'est-à-dire qu'en général, on s'aperçoit effectivement que dans les pays les plus criminogènes, les familles vivent de ces activités criminelles. Mais elles vivent comment? Regardons de très près, regardons quels sont les salaires de ces personnes, comment elles sont protégées. En général, puisque les activités sont assez parallèles, il n'y a aucune protection. Et c'est d'ailleurs une constante dans les organisations criminelles, c'est de se débrouiller pour que la population soit non seulement conservée dans un état de pauvreté assez important, et surtout dans l'illettrisme. Il faut surtout que ces familles, justement, ne puissent pas faire autre chose que travailler pour ces activités. Donc quand on regarde de très près, non, économiquement et socialement, c'est mauvais, toujours mauvais. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait certains pays, et ça m'a beaucoup étonnée, qui étaient des pays d'accueil pour du patrimoine qui ne provenait pas véritablement de la fraude fiscale. Mais enfin, vous m'avez parlé de la France à propos des investissements des pays du Golfe, et vous m'avez dit c'est un pays d'accueil parce que finalement, ils payent relativement peu d'impôts. Alors, du coup, je ne comprends plus. Je croyais que justement, on quittait la France parce qu'on y payait trop d'impôts. Tout dépend qui on est. D'accord. Je vais d'abord rappeler, avant de parler de la France et du sujet, le paradis fiscal, c'est souvent le paradis pour les autres. Si vous regardez les territoires fiscalement intéressants, ils ne sont intéressants que pour les non-résidents. C'est-à-dire que les habitants de la nationalité du territoire en question, en général, payent beaucoup d'impôts. C'est-à-dire les monégasques payent beaucoup d'impôts, par exemple? Pas forcément les monégasques, mais ils en payent un peu. Mais si on prend l'ensemble des paradis fiscaux dans le monde, l'intérêt est vraiment pour les étrangers, notamment pour les entreprises étrangères. D'accord. Et là, effectivement, on peut parler de Monaco, mais c'est peut-être pas l'exemple le plus criant, mais on a l'ensemble des exemples, notamment dans les Caraïbes, où les habitants payent des impôts comme tout le monde. Par contre,
contre, si vous êtes une entreprise, vous ne paierez pas d'impôts. Si vous allez à Gibraltar, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est quand même une chose à rappeler, c'est un paradis pour les autres. D'accord. Et parfois même un enfer pour ceux qui sont sur place, et il suffit d'aller sur certaines îles des Caraïbes pour bien comprendre ce qui s'y passe. Deuxièmement, pour venir à votre question directement, c'est-à-dire la France, effectivement, la France correspond à ce qu'on peut appeler, c'est un nouveau concept en quelque sorte, c'est le paradis patrimonial, c'est-à-dire ne pas payer d'impôts, mais sur ce qui concerne le patrimoine. En ce qui concerne le patrimoine, c'est-à-dire ne pas payer d'impôts fonciers, ne pas payer d'impôts sur la succession, etc. Et la France, pour cela, est très intéressante, notamment pour les pays du Golfe, puisque des accords ont été signés, notamment entre le Qatar et la France, mais du coup, tous les autres pays du Golfe doivent en bénéficier, puisqu'il y a des accords qui précédaient. Et c'est pour cette raison qu'on a autant d'investissements dans Paris, par exemple, de la part de Qataris, avec des impôts sur la plus-value lorsqu'il y a revente qui sont proches de zéro. D'accord. Mais ce patrimoine est acquis avec de l'argent légal. Là, on n'est pas dans la dissimulation. Ah, d'accord. Donc en fait, lorsque un pays, quel qu'il soit, vient investir en France, on ne vérifie pas la provenance de l'argent de l'argent qu'il investit. Alors, on vérifie toujours la provenance, mais si on a réussi justement à blanchir en amont, lorsque l'argent arrive en France, il est blanchi ou quasiment blanchi, donc il a une apparence propre. Il n'y a plus aucun problème pour acheter des appartements ou des immeubles. Il y a encore quelques temps, les valises circulaient beaucoup dans Paris. Il ne faut pas remonter de 20 ou 30 ans. Ça date de 10 ou 15 ans maximum. Et ça arrive encore. D'accord. Alors du coup, j'en viens à l'affaire des biens mal acquis, qui est quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre et qui continue à faire couler de l'encre entre la France et l'Afrique. Donc il y a actuellement un procès en cours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi et comment est-ce qu'on peut arriver à, identifier les biens mal acquis et dire... Oui, ce sont des biens mal acquis, c'est-à-dire acquis avec de l'argent détourné, etc. Comment on s'y prend, juridiquement parlant, pour identifier ça et puis après, on en viendra aux moyens de lutte. Alors, pour illustrer le propos, je crois qu'il faut rappeler un petit peu l'ordre de grandeur de l'argent qui circule à ce niveau-là. On a l'habitude de dire aujourd'hui que lorsqu'on donne 1 euro au pays du Sud, on a entre 2 et 10 euros qui sont détournés. Alors, non pas des subventions, c'est-à-dire qu'il y a 2 à 10 fois plus d'argent détourné qu'il n'y a de subventions. C'est-à-dire qu'on pourra subventionner autant que l'on voudra, tant qu'il y aura cette évasion de l'argent du peuple, en quelque sorte, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut à un moment donné le dire, je ne suis pas le seul à le dire, les ONG l'ont beaucoup dit et écrit, mais je crois qu'il faut vraiment rappeler cette évasion. Ben oui, parce que la proportion me semble énorme et en fait, je ne pensais pas que c'était dans cette proportion-là. On n'entend pas souvent parler d'une aussi énorme proportion. C'est 100 milliards d'aides et 200 à 1000 milliards qui repartent ailleurs. Mais qui viennent d'où? Puisqu'on donne que 100 milliards, d'où vient le reste? Du pays lui-même. Ce sont les pays qui sont exploités, où l'argent est détourné du peuple. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, 25% des entreprises privées appartenaient à Ben Ali ou sa belle famille, ou Travelsi. 25% des entreprises. Y compris donc des entreprises qui avaient des intérêts internationaux, des intérêts avec les étrangers, et donc avec des revenus tout à fait acceptables pour utiliser un euphémisme. Donc on a énormément d'argent qui est détourné, puisqu'on est en général l'élite politique ou le gouvernant. Lorsqu'on détourne, on est en même temps l'autorité de contrôle. Donc, vous voyez que finalement le circuit est assez simple, c'est-à-dire qu'on arrive avec sa monnaie locale, qu'on va échanger contre des devises, notamment des euros, des dollars pour les principaux échanges, et puis une fois qu'on a ces dollars et ces euros, on vient faire ses emplettes, notamment à Paris, pour acheter des immeubles, haussmanniens en général, tant qu'à faire, dans les beaux quartiers, et on investit de cette manière pour acquérir non seulement un confort, mais aussi un patrimoine.
Un patrimoine que l'on retrouve lorsque les dirigeants sont déchus, ils ont très souvent de quoi s'y retrouver. Oui et non, parce que si ma mémoire est bonne, le patrimoine acquis par feu l'empereur Bokassa s'est retrouvé saisi relativement rapidement. Et je me souviens moi-même être allée dans un appartement gigantesque de l'avenue Foch qui avait appartenu à Mobutu, l'ancien président de Congo-Kinshasa. Et c'était des pièces, effectivement, en enfilade, absolument vides. Il y avait un malheureux canapé posé dans un coin et c'est tout. Donc, est-ce que l'on peut parler finalement enfin oui, un patrimoine parce que l'immobilier est là, puis ça permet d'héberger 3-4 personnes. Mais là, vous parlez d'un appartement en nom propre. Oui. En fait, justement, avec les fameuses sociétés écrans, avec les prête-noms, cela permet d'acquérir un patrimoine qui est bien plus important que ce qui est en nom propre. C'est justement le but des circuits de blanchiment, c'est de passer par des montages qui vous permettent d'acquérir un patrimoine très important, mais qui n'est pas votre nom. C'est-à-dire que le jour où on recherche un patrimoine, on ne le retrouve pas. On ne le trouve pas. Et les études montrent que lorsqu'on doit récupérer le patrimoine, les actions, les obligations, les richesses de tel ou tel dictateur, on en récupère à peu près 1% en moyenne. Donc il y a 99% qui restent dans la nature et qui vont profiter à d'autres. D'accord, et on ne les récupère pas parce que justement ça n'est pas en nom propre et donc les sociétés font leur but, c'est-à-dire qu'elles font écran à l'origine du propriétaire. Ça va être la famille qui est propriétaire, ça va être des proches, ça va être des amis, ça va être des sociétés. Ça va être aussi des banques qui vont gérer ce patrimoine et qui vont bien se garder de prévenir les autorités internationales qu'elles ont ce patrimoine, comme l'argent qu'on a pu retrouver en Afrique du Sud dans 4 banques et qui appartenaient à Kadhafi. Oui. Donc on a tous ces biens et lorsqu'on regarde même en France, Saddam Hussein avait acquis quand même quelques biens en France et pourtant on n'a rendu qu'un yacht et une maison. Donc je pense qu'il y avait d'autres choses ailleurs. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'effectivement, on va saisir des biens, mais ce sont les biens en nom propre qui sont finalement une infime minorité. D'accord. Et donc, que faire alors? Que faire et comment lutter? Est-ce qu'il faut soigner le symptôme, c'est-à-dire est-ce qu'il faut s'attacher à la levée du secret bancaire, etc. Donc soigner le symptôme, mais c'est en Occident, on va dire, aux États-Unis, en Europe. Ou bien est-ce qu'il faut attaquer le mal à son origine? Les deux, ouais. Je me doutais. L'un ne vit pas sans l'autre. Il n'y a pas de crime sans blanchiment, puisque lorsqu'on a beaucoup d'argent grâce, encore une fois, à la drogue, au détournement, à la corruption, s'il n'y a pas blanchiment derrière, on va être très vite limité. Je me souviens d'un concessionnaire Porsche qui vendait un Porsche Cayenne tous les 3 jours à la même famille, quelque part en Afrique. C'est évident qu'il le vendait parce qu'effectivement, en face, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas blanchir. Il pouvait acheter qu'en liquide, et en liquide, on ne peut pas acheter grand-chose, et on ne peut l'acheter que dans le pays. Donc si on veut aller plus loin, il faut blanchir. Et il n'y a pas de blanchiment sans argent sale, donc sans crime. Donc en fait, il faut lutter contre les deux. Alors c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Je crois que la première chose, je l'ai évoqué très rapidement, alors ça paraît peut-être un peu simpliste, mais c'est vraiment important de le dire. La première chose, c'est de lutter contre la pauvreté et l'illettrisme. Tant qu'on n'aura pas cet objectif, on ne pourra absolument rien faire. Donc ça participe de la volonté que l'on peut avoir pour d'autres raisons. Mais en tout cas pour le blanchiment et le crime, et en tout cas pour le crime essentiellement, c'est l'illettrisme, la pauvreté, puisqu'on ne tiendra pas les populations si elles sont dans le cadre d'un développement économique et intellectuel. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, là aussi c'est facile à dire, mais il va falloir contrôler un peu mieux les relations entre les élites politiques internationales. Les dernières lois, les dernières directives contre le blanchiment prévoient cet état de fait, puisqu'on a l'état spécial de personnes politiquement, de PPE, donc personnes politiquement exposées, c'est-à-dire les personnes politiques, leurs familles et leurs proches. Et dès qu'on est face à une PPE,
La banque, par exemple, doit être en alerte maximale. Ah, d'accord, donc il y a des listes. Il y a des listes. Il y a des listes qui circulent, mais qui sont insuffisantes. Mais vous voyez qu'il y a quand même un pas en avant et on a bien pris conscience que le problème venait un peu de là. Et puis, troisième chose, c'est effectivement, là en aval, c'est vraiment le contrôle des flux financiers, un contrôle maximal qui doit encore être renforcé. Les derniers pas sont intéressants, notamment l'échange d'informations entre les banques et les pays, sauf que lorsqu'on regarde de très près, on est vraiment au balbutiement d'un début de quelque chose qui pourrait être positif. Est-ce que la dénonciation, enfin, on n'entend pas beaucoup la société civile se saisir de ces choses-là. Bon, il y a des initiatives comme l'association Sherpa, etc., qui sont très occidentales. On n'entend pas beaucoup la société civile se saisir de ces questions, comme si, étant donné que ce sont des flux financiers considérables, finalement, les gens se disaient, oh là là, mais on n'y arrivera jamais. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Un petit peu cela. Je crois justement, du coup, il faut sensibiliser au maximum les citoyens. C'est un petit peu ma façon de voir aussi pour avancer, pour lutter contre ce mal. C'est sensibiliser, c'est informer, c'est vraiment montrer l'ampleur du phénomène. Parce qu'effectivement, on dit que c'est des sommes colossales, mais c'est bien plus colossal qu'on imagine encore. Si je reprends quelques chiffres, ce qu'on appelle le PCB, le produit criminel brut, c'est-à-dire le PIB des activités criminelles, c'est 2000 milliards par an. 2000 milliards, c'est-à-dire c'est l'équivalent en gros du PIB de la France. Mais ça va aller très vite. Eh bien, le crime produit la même richesse que la France chaque année, et une grande partie de cette somme va être blanchie. Si je rajoute à cela ce qu'on appelle ce que j'appelle l'argent gris, c'est-à-dire l'argent de la délinquance financière essentiellement, donc fraude fiscale, etc., on multiplie ce chiffre par 4. Et donc vous voyez qu'à un moment donné, il va falloir se saisir du problème, et je crois que se saisir du problème, c'est tous ensemble. Ce n'est effectivement pas les autorités qui n'ont pas les moyens, qui sont constitués de gens de bonne volonté, mais qui sont trop peu nombreux. Donc s'il n'y a pas une sensibilisation, comme il y a pu y avoir une sensibilisation à l'environnement, à la protection de l'environnement, je crois qu'on n'avancera pas. Oui, parce que effectivement, les sommes que vous avancez, c'est mettre en danger. Alors là, on parle de crise économique, mais on va ébranler le monde à ce rythme-là. C'est-à-dire que vous craignez pas que si tout le monde se saisit de ce problème, d'un coup, on perde un peu nos piliers, parce que j'ai l'impression que c'est tellement enraciné que finalement, est-ce qu'on ne va pas se faire mal à nous-mêmes et pour les pays d'Afrique, encore pire. C'est peut-être le risque, mais en même temps, peut-être faut-il passer par ce mal nécessaire pour aller vers le bien. Encore une fois, si vous prenez l'Afrique, n'oublions pas quand même que lorsque l'Occident verse, enfin les pays développés versent 1 euro à l'Afrique, vous avez entre 2 et 10 euros selon les pays qui sortent et qui sont cachés dans les paradis fiscaux. Donc je pense que le mal, s'il y a mal, sera nécessaire. C'est effectivement un vrai danger de mettre le doigt sur ces problèmes, de vouloir les éradiquer. Ça passera forcément par des périodes un petit peu compliquées. On l'a vu d'ailleurs avec le printemps arabe. Les périodes sont plus que compliquées. Il faut toujours penser à ce qui se passera après, juste après, mais aussi longtemps après. Et donc on peut avoir un peu d'espérance à ce niveau-là, mais je crois que de dire ne faisons rien parce qu'il y a un vrai risque que ça chahute un peu trop, je crois que ça n'est pas la réponse. Il faut absolument réagir. Jacques Attali, dans une brève histoire de l'avenir, disait que si nous ne faisions rien, et c'est un livre de 2006, si nous ne faisons rien dans 15 ans, donc c'est-à-dire en 2020, c'est demain, nous aurons face à nous des entreprises pirates, des monopoles pirates et des États pirates, ce que j'appelle moi des États mafieux et des monopoles d'entreprises mafieuses. Et ça, effectivement, alors je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais le comportement économique de ces organisations mafieuses ou de ces élites politiques véreuses amène des équilibres économiques qui sont extrêmement dangereux et qui font que les entreprises honnêtes disparaissent ou commencent à imiter les entreprises malhonnêtes pour survivre.
Oui, c'est ça, il y a un phénomène d'entraînement parce qu'on ne peut pas arriver à freiner et on est entraîné malgré Je soi. prends toujours l'exemple le plus simple, c'est le restaurant qui est vide depuis 15 ans et pourtant toujours ouvert. Tout le Oui, monde connaît ce type de oui, tout restaurant. à fait. Imaginons que ce restaurant soit aux mains de blanchisseurs, puisque la grande partie de l'explication vient de là. Mm, C'est-à-dire que ce sont juste des restaurants qui servent à blanchir, c'est-à-dire qu'on va faire passer, par exemple, l'argent de la drogue pour du chiffre d'affaires du restaurant. Eh bien, ce restaurant n'a que faire du bénéfice. C'est-à-dire mhm, que, finalement, puisqu'il est là dans un premier temps pour blanchir, et qu'il a énormément d'argent à blanchir, mhm, il peut vendre ses produits au prix coûtant. mm, mm. Celui qui est en face, qui est honnête, lui, doit faire du bénéfice. Il va devoir vendre un peu plus cher les mêmes produits et les mêmes plats. Au bout d'un moment, puisqu'il est plus cher, il va disparaître. Ouais. Qui restera sur la place? Le restaurant qui appartient au blanchisseur. Ça, c'est un exemple qui est très simpliste, mais qui explique vraiment le phénomène actuel. Et j'interviens auprès de nombreuses entreprises, notamment dans des réseaux de chefs d'entreprise pour les former, pour les sensibiliser, pour les informer. Et malheureusement, depuis quelques années, je m'aperçois que de plus en plus d'entreprises sont soumises à cette concurrence. Alors, est-ce qu'il existe des organismes institutionnels qui permettent bon, d'une part, de lutter à l'échelle nationale, mais est-ce qu'il aussi il y a des organismes internationaux qui permettent ce contrôle, cette information et ce contrôle et d'essayer de lutter contre... Alors malheureusement, sur le plan international, il y a peu de choses. On commence, notamment avec l'OCDE et cet échange d'informations entre les banques, à essayer de répondre, mais c'est, comme je vous le disais, très timide et on est vraiment qu'au tout début. Sur le plan national, on a un peu plus de choses. On a des services spécialisés de la police, de la justice, on a Tracfin, Oui. qui est l'organisme anti-blanchiment et donc qui se saisit des alertes que peuvent lui envoyer les banques, les assurances, mais aussi des cabinets d'expertise comptable, les notaires qui sont aujourd'hui obligés d'envoyer ce type d'alerte. Malheureusement, c'est entre 25 et 30 000 dossiers par an et il va y avoir une centaine de dossiers qui, à la fin, vont faire l'objet d'une enquête et de poursuites. Donc il y a des choses qui existent, mais avec des moyens qui sont souvent insuffisants. Et le gros problème, c'est que c'est surtout national. Et vous avez bien compris que les blanchisseurs et les criminels sont sur le plan international, sur le plan mondial depuis très longtemps. Les mafias sont présentes partout. Lorsqu'on parle de dirigeants véreux, ils utilisent des réseaux internationaux. Lorsqu'on parle de multinationales qui sont un petit peu borderline dans leur comportement, notamment fiscaux, elles sont internationales, comme leur nom l'indique. Et donc face à cela, on a des juges et des policiers qui, eux, sont limités à leur territoire et qui mettent beaucoup de temps pour pouvoir traverser la frontière. Alors, à votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que personne ne s'est jamais saisi de ce problème-là à un niveau international, que ce soit au niveau de l'Europe ou même de l'Union africaine, parce que l'Afrique est quand même extrêmement touchée. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça arrange tout le monde, encore une fois? Il y a eu un moment où effectivement ça arrangeait un peu tout le monde s'y retrouvait finalement, en tout cas tout le monde, pas le peuple. Oui, on est bien d'accord, oui. Tout le monde s'y retrouvait. Aujourd'hui, certains s'y retrouvent encore beaucoup. Il suffit de voir qui est ami avec qui à travers le monde. Et même, je parlais du printemps arabe, on a bien vu qu'il y avait des collusions très fortes entre des hommes politiques et des femmes politiques du monde entier. Tout à fait. Avec notamment Moubarak, Kadhafi, Ben Ali. Donc on a déjà ce problème. Deuxièmement, c'est que les États sont souverains. Et ça, je pense qu'il faut garder cette vision du monde et non pas sombrer dans Big Brother, même si effectivement on pourrait se dire c'est la réponse. Et effectivement la réponse doit être internationale. Mais en même temps on doit garder une certaine liberté pour chaque État et ne pas lui imposer ce qu'il doit faire. De quel droit pourrait-on, depuis l'Europe, depuis la France, depuis les États-Unis, dire à tel ou tel État vous devez stopper votre dumping fiscal, vous devez avoir un comportement financier, bancaire, un comportement dans les affaires tout à fait exemplaire, d'autant plus lorsque nous ne sommes pas, complètement blancs sur cette histoire. Donc il est très compliqué aujourd'hui, sauf à vouloir un contrôle supranational extrêmement puissant
Est-ce souhaitable aussi? C'est effectivement sur le papier ce qui serait souhaitable. Est-ce souhaitable dans les faits? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, on a autant le droit de dire cela qu'on a le droit d'instituer une cour pénale internationale qui va aller juger des gens que l'on attrape sur des territoires nationaux. Et je ne parle pas simplement de la France, hein, je dis dans n'importe quel pays, et de juger des gens dans une cour pénale internationale pour des crimes qui ont été commis dans leur propre pays. Donc à ce moment, pourquoi est-ce que sur un plan financier, on n'aurait pas une espèce de cour financière internationale? On s'arroge le droit de le faire. Imaginez pour les délits ou les crimes les pires. Là, vous parlez notamment du tribunal qui concerne les crimes contre l'humanité, notamment crimes de guerre. Crimes de guerre, enfin la Cour pénale internationale. Je rappelle quand même que même si c'est très grave, on ne parle que de secret bancaire ou de dumping fiscal, par exemple. C'est un petit peu plus compliqué de dire on va mettre une autorité supérieure pour dire comment vous devez vous comporter en termes financiers et bancaires. Alors effectivement, il y a des excès. Est-ce que le secret bancaire, au départ, le secret bancaire était une très bonne chose? Je crois que d'ailleurs, si on se tourne vers chaque individu, chaque citoyen, personne n'a envie que soit étalé son compte, qu'on puisse le contrôler à tout moment. Donc on peut aussi se dire, finalement, je suis très heureux que le secret bancaire existe, avec des limites, avec la possibilité d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais il faut faire attention, effectivement, de ne pas vouloir tomber dans quelque chose qui serait peut-être non démocratique. Liberticide. Autre chose, pour des approches purement financières et bancaires. Ouais. Même si effectivement la finance et la banque doivent réfléchir sur ce qu'elles sont et sur ce qu'elles font. Donc nous allons terminer notre propos finalement sur une note assez pessimiste parce que pas de solution immédiate, pas de réflexion vers une moralisation. On va être obligé de continuer comme ça finalement. C'est ce que je comprends. On ne va pas être obligé de continuer comme ça, on va essayer de faire en sorte que ça s'améliore, mais il faut savoir être patient et surtout ne pas croire toutes les déclarations qui peuvent être faites ces dernières années, notamment par les politiques, sur demain tout ira bien. Monsieur Vernier, vous avez aussi publié un livre dont le dernier est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle « Fraude fiscale et paradis fiscaux, décrypter les pratiques pour mieux les combattre ». Alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur ce dernier livre que vous venez de publier? Oui, alors il fait suite à une série d'ouvrages sur le blanchiment, puisque j'ai commencé à écrire sur cette question au début des années 2000. Et le tout dernier, effectivement, est sorti le 29 octobre. Et je traite dans cet ouvrage des paradis fiscaux et de la fraude fiscale, comme son nom l'indique. Et effectivement, il y a un petit passage sur les BMA, sur les biens mal acquis, sur le Qatar et le paradis patrimonial qu'est la France. Un hommage aussi à François-Xavier Verschaff, qui est très important dans cette vision et cette dénonciation. François-Xavier Verschaff, qui était le... Qui a surtout creusé sur la France-Afrique, et la Afrique plus récemment, enfin en tout cas au niveau du terme, et qui était très très important pour dénoncer les relations quelquefois opaques entre la France et l'Afrique. Fondateur de l'association Survie, très active pour dénoncer. Sur ces aspects, sur cette dénonciation. L'ouvrage, son originalité, c'est de parler de technique, mais aussi parler des affaires, et notamment les affaires politiques. Et l'ouvrage termine par un guide, que j'ai appelé le guide du mal-étard, en hommage à un célèbre guide. Mais là, on parle de mallette, c'est-à-dire du niveau d'opacité de certains territoires. Donc ce guide du mal-étard clôt cet ouvrage. Très bien. Eh bien, voici donc ces deux ouvrages, Fraude fiscale et paradis fiscaux, qui fait suite à Techniques de blanchiment et moyens de lutte par M. Vernier. Chers téléspectateurs, merci. Je vous retrouve bientôt pour un numéro de l'interview.